Et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'émission du vendredi 2 décembre 2022. On se retrouve avec un BTC autour de 16 900 $ en léger recul de moins 1%. Ethereum qui suit moins 0,66, 1273 $. Et globalement, on a ce top 25 qui est à l'équilibre entre des moins 2, moins 3 à plus 2, plus 3 au grand maximum. On n'a pas de performance qui sortent du lot. Regardons rapidement sur la semaine, c'est Dogecoin qui pousse 20%. 10% pour Polygon, 5,61 pour OKB, on a plus 10% pour Uniswap, 14e place autour des 6 $, plus 12% pour Chainlink à 7,58 $ qui joue probablement également son staking là qui devrait intervenir ces jours-ci au cours des prochains jours. D'ailleurs, je crois que c'était de souvenir entre le 5 et 8 décembre. Attention, pour rappel, il y aura probablement un lock-up des tokens sur plusieurs mois à une année et deuxièmement, c'est premier arrivé, premier servi et ça n'est pas un rendement qui est sorti par une plateforme, c'est bel et bien pour sécuriser le réseau de Chainlink, c'est du on-chain. Plus 3 sur la semaine pour Atom Cosmos et plus 6 pour Monero en clôture 24e place, plus 10 pour Quant. Du côté du 4 heures, donc hésitation autour de 17 000 $, la zone médiane de range. Pour l'instant, ça ne passe pas. Pour autant, la volatilité, comme je vous le disais ces derniers jours, reste totalement dans les choux. On a le Crypto Fear Grid qui est à 27, toujours dans la peur, et les ordres de marché plutôt en forte recherche de vente ce matin. 8h30 que j'enregistre l'émission. La map, je reviens pas dessus puisque pour l'instant, les poches de liquidité n'ont guère bougé et on voit qu'on est totalement dans ce no man's land. Donc comme je vous le dis, j'espère que début 2023, on va plutôt essayer de venir chercher la liquidité en haut qu'en bas. Mais pour l'instant, voilà, c'est assez complexe effectivement d'être totalement optimiste quant au devenir du marché crypto à court moyen terme, on va dire, sur 1 ou 2 trimestres. Je joue toujours ce scénario qu'on aurait pu et qu'on aurait dû avoir sur la fin de 2022 avec un peu de relief haussier qui nous amènerait à minima à 22-24 000 $ et au mieux autour de 28 000. Si ensuite on va visiter 12 ou 14 d'ici début 2023, eh bien il faudra aussi composer avec. Rien à voir avec les cryptos, mais je trouve que c'est des statistiques qui sont intéressantes à observer, c'est la consommation énergétique en France actuellement. Et juste pour vous donner un peu de contexte par rapport à ce qu'on est en train de traverser, puisque de nouveau ça fait les gros titres au niveau des journaux, à la télé et un peu partout, en novembre 2022, on a consommé bien moins que toutes les années précédentes et ça remonte à 2016. Donc en général, on avait déjà des pics autour de 82 000 mégawatts. Donc pour ceux qui s'y connaissent en électricité, voilà, vous ferez le rapport de puissance. Mais globalement, on a toujours eu des pics déjà en novembre. Là, on l'a pas eu puisqu'on a eu un novembre plutôt doux et je suppose que les entreprises ont déjà fait attention. Et ça commence la plupart du temps en décembre à un peu s'énerver pour un pic en janvier 2017 qui avait été constitué à 93, quasiment 94. Ensuite, en 2018, c'était en février. Et sinon, à chaque fois, c'est janvier 2019, 2020, 2021 et 2022. Donc, globalement, c'est 2 mois un peu compliqués à traverser, décembre et janvier surtout. On va voir si une grosse vague de froid traverse le pays. En tout cas, c'est des statistiques qui sont intéressantes à regarder au jour le jour puisque la puissance consommée, même si là, on attaque tout juste le mois de décembre, c'est une moyenne systématiquement qui est ajustée chaque jour et on voit que pour l'instant on est sur la moyenne sur laquelle on était quasiment sur le mois de novembre, sachant que probablement on terminera légèrement plus haut, mais quand on regarde les courbes comme ça, j'ai bon espoir que si on fait une moyenne lissée au travers des 5 dernières années, on aura un 2022 où, de par les efforts minimaux collectifs, on aura une énergie un peu amoindrie au niveau de la dépense, ce qui peut-être là aussi permettrait tout simplement de ne pas avoir de coupure. Et je referme la parenthèse. Foubar qui mettait en avant que Anker a été exploite cette nuit. Un attaquant a vidé, drainé une pool de WBNB avec 4 milliards qui ont été mint. Donc en gros c'est un exploit qu'on peut tout à fait qualifier d'un rug avec une impression à gogo de WBNB. Bien évidemment, comme Binance a quand même la vue sur tout ce qui se passe sur la BSC, tous les échangeurs vont bloquer tout ça et je pense pas que la personne va pouvoir en faire grand chose. Mais en tout cas, voilà, Anker
cœur qui s'est fait vider via cette pool malheureusement et cette impression à hauteur de 4 milliards, sachant que là on parle de DeFi, donc vous voyez, il n'y a pas de recette miracle comme je le disais l'autre fois quand il s'agit de se sécuriser. Malheureusement, parfois sur des protocoles, sur des projets qu'on croit super costauds, bien audités, il arrive ce genre de choses et c'est pour ça qu'on a encore de belles années de progression devant nous. Bitcoin Archive qui mettait en avant que l'Angleterre se serait tout simplement exprimée au travers de son secrétaire économique sur le fait que ça n'est pas parce que FTX s'est effondré que ça diminuera les ambitions de l'Angleterre pour devenir un des centres névralgiques au niveau de la crypto-monnaie sur la scène internationale. Coinbase Wallet, c'était un peu le sujet qui a agité les foules ces dernières heures avec tout simplement l'application qui est désormais refusée au niveau de la mise à jour sur l'iOS Store, donc Apple, tout simplement puisque au niveau de la vente des NFT sur le Coinbase Wallet, ils ne peuvent pas toucher leurs 30% de commission. Donc il y a probablement une discussion qui s'est engagée, mais Apple étant extrêmement rigoureux, pour ne pas dire pénible sur certains aspects de son écosystème, je ne sais pas comment ça va pouvoir trouver une solution logique et on va dire dans le sens de ce que veut Apple, mais aussi dans le sens de ce qu'apporte Coinbase Wallet. Vu qu'on parle d'un portefeuille non custodial, je vois pas très bien comment Apple, mis à part s'ils ont leur propre nœud plus tard au niveau de Ethereum et des différentes autres blockchains, pourraient faire passer leur fils de 30% justement sur les dites blockchains. CryptoRank qui met en avant GMX et DYDX, donc la part belle du côté des échangeurs décentralisés depuis qu'il y a eu FTX avec le token GMX d'ailleurs qui a pump frénétiquement. On parle d'un x2 en quelques semaines depuis le point bas, le dernier point bas en tout cas. Donc GMX qui est en train d'avoir tout simplement des revenus qui sont mirobolants. Il était passé, je crois, ces 2 derniers jours, si je dis pas de bêtises, devant Uniswap en termes de revenus. Donc c'est un peu le truc à la mode en ce moment. Là aussi, je ne sais pas si c'est tout à fait audité, je ne sais pas à quel point on peut faire confiance à un nouvel entrant sur le marché. Donc comme d'habitude, même pour vous qui êtes passionnés de finances décentralisées, ne minimisez jamais le risque qu'il peut y avoir sur une plateforme. On vient de le voir à l'instant avec Anchor. Melius Dutcher qui met en avant qu'il n'a jamais appris autant sur les marchés et l'économie en étant 1 an dans la crypto que ce qu'il aurait appris en 4 ans au niveau d'études supérieures dans le cursus, on va dire, traditionnel et scolaire. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est vraiment un truc sur lequel la plupart on se retrouve, de se dire que on a fait au passage notre éducation financière tout court en nous intéressant aux cryptos et par la suite ça permet de s'intéresser aux autres marchés, de comprendre comment ça fonctionne et on rattrape un retard qui malheureusement en France en tout cas, mis à part pour ceux qui font des études d'économie et qui ensuite persistent dans cette voie, parfois de commerce parce que commerce et économie sont intrinsèquement liés, mais globalement en France on est très pauvre en termes d'éducation financière et ça je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Donc clairement le fait de s'intéresser ne serait-ce que 6 mois, 1 an au marché crypto, ça peut clairement faire rattraper un retard que souvent la plupart nous avons de ce côté-là. CryptoGoku, l'Italie commencera à taxer la crypto à un taux de 26% à compter de 2023. L'impôt sur les plus-values ne s'applique qu'aux bénéfices supérieurs à 2000 €. Une nouvelle loi qui obligera les détenteurs de crypto à divulguer leurs avoirs actuels et à payer potentiellement 14% par an sur ce que vous détenez. Alors là aussi, c'est encore assez flou, probablement que ça va s'ajuster tout ça, mais voilà, une régulation qui pourrait être, si les 26% sont légèrement inférieurs à la flat tax, bien plus dure s'il faut payer à chaque fois 14% sur les détentions en cours de route. Coins.fr avec le patron de BlackRock qui a fait savoir que sa société avait investi 24 millions de dollars dans la plateforme en faillite FTX. Pour Larry Fink, donc le CEO de BlackRock, la technologie derrière la crypto est là pour rester. Laetitia qui met en avant une statistique plutôt intéressante, du moins une limite. C'est le marché de la dette aux États-Unis qui serait limité à 31,4 trillions. Donc si je dis pas de bêtises, ça doit faire 31 400 milliards, c'est bien ça. Et en gros, on est déjà à 31 300. Il ne resterait donc plus que 100 milliards de dettes par rapport tout simplement à ce plafond légal qui a été dicté à la fois par les lois
lois et par tout le côté Sénat aux États-Unis. Le souci, comme elle le met en avant ici, c'est que pour l'instant, le débat d'augmenter la limite pour éviter des possibilités de risque de défaut de paiement n'a pas lieu, et d'autant plus qu'ils ne sont pas d'accord depuis notamment les midterms qui ont renforcé l'affrontement entre les deux grands camps que représentent les républicains et démocrates aux États-Unis. Le sujet du jour, donc avec le hash rate en recul de 13%, et pourquoi c'est une bonne nouvelle, puisque historiquement, la capitulation des mineurs est la dernière phase de bear market, et ça c'est une bonne nouvelle pour nous, puisque si on en doutait autour des 15 à 16 000 dollars qu'on a visité récemment, eh bien oui, peut-être qu'un jour, si comme on le disait dans les lives et dans les dernières émissions, un drame absolu arrivait de nouveau avec un USDT ou un USDC venait à sauter, on irait à 10 000 dollars et peut-être même beaucoup plus bas du côté de Bitcoin. Mais en attendant, on a vu tant d'un point de vue technique que d'un point de vue statistique que d'un point de vue de tous les oscillateurs qui sont au plus bas et de tous les indicateurs long terme qui hurlent au bottom, que oui, entre 12 et 14, si on avait une dernière petite tirette technique pour essayer, voilà, une dernière fois de faire capituler ceux qui n'auraient pas capitulé jusqu'ici, on sent petit à petit que les choses sont en train de se poser et ça n'est pas les mineurs, les derniers mohicans qui sont en train de tirer la langue qui nous diront le contraire. Donc les choses vont se poser, j'en suis persuadé, au cours du premier trimestre 2023, si tant est, comme je viens de vous le dire, qu'on n'a pas les extraterrestres qui viennent nous faire un Armageddon ou un Independence Day, bien évidemment, mais globalement, je suis relativement optimiste, comme d'habitude, à cette approche de 2023 qui ouvrira malgré tout une nouvelle page. Puisse-t-elle être un peu meilleure que celle qu'on a traversée en 2022? En tout cas, comme d'habitude, vous connaissez mon biais, pas perma-bull, mais perma-optimiste, ça c'est clair. D'après les déclarations de son CEO, Telegram travaillerait sur un DEX, c'est-à-dire un échangeur décentralisé, ainsi que son propre wallet non custodial. Donc peut-être que plus tard, via un procédé crypté, on pourra directement sur son compte Telegram à la fois papoter comme actuellement et ensuite sécuriser ses cryptos, voire les échanger. C'est assez fou quand on y pense. Gros coup avec Kraken qui licencie 1100 salariés, cela représente 30% de leurs effectifs. Ça n'est pas sans rappeler ce qu'avait fait Bitpanda au tout début du bear market, c'était assez violent d'ailleurs. Les dirigeants de l'échangeur ont qualifié cette décision comme l'une des décisions les plus difficiles qu'a dû prendre Kraken à ce jour. On a vu Powell qui a tout simplement pris le micro, c'était il y a 48 heures, pour dire que tout simplement il pensait petit à petit ajuster les taux à la baisse et on va dire d'un point de vue de l'intention pivoter doucement mais sûrement. On ne sait pas encore voilà dans quelle mesure, mais en tout cas du côté des marchés ça avait été très bien accueilli il y a 48 heures. Du côté des institutions et des trades OTC aussi, des produits OTC du moins sur les échangeurs agrégés, on a un AUM, c'est-à-dire Assets Under Management, qui est au plus bas depuis décembre 2020 avec un recul de quasi 15% à hauteur de 19,6 milliards, sachant que en mars 2022, on caracolait autour de plus de 50 milliards. Toujours avec Goku, le trading NFT est maintenant disponible sur Uniswap. Il offre également 5 millions de dollars aux premiers utilisateurs de Genie, l'agrégateur de marché NFT qu'il a acquis en juin. Donc toujours pareil, pour ceux qui aiment bien Uniswap et tout ça, il y a toujours la possibilité d'avoir des petits airdrops et des trucs sympas. D'ailleurs, je ne l'ai pas partagé là sur Twitter, mais ça me revient maintenant que je parle d'airdrop. Il y a également pour les utilisateurs de Axelar, et je ne sais pas sous quelles conditions, parce que j'ai vu passer deux trucs différents, un airdrop de AXL du token Axelar en fonction justement de si vous aviez utilisé certains trucs ou non. Je vous invite à regarder de ce côté-là si vous êtes éligible. Tommy Douziek de Zone Bourse qui nous faisait un très bon détail autour de LVMH, la maison, on va dire, du luxe française qui regroupe désormais 75 maisons en son sein. Donc on a du Sephora, du Dior, du côté des médias, Le Parisien, Les Échos, la joaillerie avec Bulgari, on a Hublot, on a Tag Heuer, on a différentes autres maisons du côté des parfums et du luxe avec Christian Dior et notamment les boissons ensuite avec Dom Pérignon, Ruinart, etc. Tous les grands groupes. Donc le luxe qui s'est définitivement pas cassé la gueule au moment où il y a eu le Covid et tout ce qui s'ensuit, qui continue au travers du temps là aussi à être recherché, puisque malgré tout c'est un peu la tendance qu'on peut observer au travers du temps justement, les plus riches deviennent toujours plus riches et continuent d'investir et ainsi de suite.
Je ne sais pas si ça sera toujours le cas, mais en tout cas, pour l'instant, tant que la bourse tient sur ses deux jambes, ce groupe s'est enrichi de façon complètement pharaonique. Et à ce jour, le groupe est devenu donc en 2022 la plus grande capitalisation boursière européenne. La BCE avec Grégory Raymond qui publie un état des lieux du Bitcoin et les phrases qui en sont ressorties globalement, c'est qu'il disait qu'en gros le Bitcoin était mort, qu'on n'était pas du tout prêt, que c'était pas mature, etc. Mais c'est vrai que comme le mettait ici Grégory, et j'ai apprécié l'approche un peu plus positive que ce qu'on pouvait lire ci et là une fois de plus, où on sort à chaque fois une phrase du contexte pour essayer de faire les gros titres, c'est que c'est la première fois qu'ils envisagent tout simplement le Bitcoin, la blockchain et tout ce qu'il y a autour comme un écosystème qui se structure sérieusement en traversant les mêmes déboires que la finance en son temps quand elle n'était pas régulée. Donc c'est peut-être là aussi une bonne nouvelle pour nous. Un petit big up du côté des réseaux sociaux et de YouTube surtout, puisque moi, au-delà des réseaux, c'est surtout sur YouTube que je m'éclate et que je trouve que le contenu est le plus pertinent, puisque ça peut permettre à tout à chacun de s'exprimer comme ça sur 10 minutes, 20 minutes, demi-heure. Parfois, il y a des podcasts d'une heure à 2 heures. Peu importe, en tout cas, il y a une génération qui est en train de monter et de monter très fort. J'en ai pris deux pour exemple, mais il y aurait pu avoir 10, 20 et du côté de Twitter probablement des dizaines. C'est eReal du côté de YouTube avec des analyses fondamentales la plupart du temps qui, pour ceux qui l'ont suivi récemment, sont super intéressantes, très bien menées, très bien montées. Clairement, on est au-dessus un peu de la mêlée avec ces analyses fondamentales. Et Carlita Crypto qui s'est lancée il y a peut-être un an et plus, j'ai pas les dates exactes, et qui vulgarise très bien. Là aussi, c'est bien amené, c'est fait de façon intelligente en passant systématiquement les sujets à 360 degrés, en sachant un peu ce qui se déroule dans l'écosystème. Donc je trouve ça plutôt frais, cette next gen qui est en train de monter sur YouTube et qui probablement seront ceux sous les 2-3 ans qui auront 100 000, 200 000 sur YouTube et tout ça, et ça sera mérité. Et voilà, c'était un petit clin d'œil, un petit coup de pouce pour cette génération montante et d'apporter ce soupçon de nouveauté qui peut permettre d'intéresser bien plus de monde au travers du temps. Je reviens pas donc sur les fils de JMX qui avaient dépassé donc Uniswap, c'était bien ça. Charles Edwards qui nous mettait une fois de plus en avant que les mineurs étaient en train de capituler, et ensuite on repart de nouveau dans l'ECB et tous ceux dont on vient de parler. Donc on a fait le tour au niveau des news. L'analyse technique, vous vous en doutez bien, elle n'a guère avancé depuis quelques jours puisque ça fait un mois qu'on fait le yo-yo pile poil sur la même zone de prix. Donc le crypto total, je ne reviens pas dessus, on est à 808 milliards. Le crypto total 2 qui bataille avec la moyenne mobile 200, on est à 482 milliards. Le Bitcoin lui-même qui est sous sa zone de résistance des 17 400, il faudrait reprendre les 18 000. Ensuite, on a la moyenne mobile 20 qui nous attend proche des 20 000. Donc vous voyez que tout ça, pour le passer, c'est soit on passe en une seule bougie et tout le monde repasse à l'achat, soit ça va prendre encore jusqu'à minima au premier trimestre 2023 pour se contracter et ensuite nous offrir un truc un peu plus explosif. Le CAC 40 ce matin qui ouvre dans le vert, lui il continue, on est sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 semaines de hausse consécutive pour le marché français qui n'a que faire de ce qui se déroule ailleurs, c'est complètement aberrant comme le dirait le frérot GMK, mais voilà, pour le coup, c'est en ayant cette vision à 360 degrés que vous pouvez constater que non, le monde n'est pas en train de s'effondrer autour de nous, et non plus du côté du SP500 qui peu doucement mais sûrement arrive sur zone résistante ici, mais on pourrait là aussi, on voit au momentum, on a des W partout, des divergences, voilà, avoir un premier trimestre 2023 si toutefois on a la Fed qui pivote, qui serait bien plus intéressant et heureux que ce qu'on a traversé jusqu'à présent. Le gold qui est perché à 1800 $ l'once, Ethereum qui est toujours bloqué sous la moyenne mobile 200 aussi autour de 1275. On a donc celle-ci qui est à 1350 et qui fait office de double barrage puisqu'on a la moyenne mobile 20 juste au-dessus à 1475, mais c'est surtout l'ex-ATH qui est désormais devenu la résistance. Donc là aussi, on va avoir besoin d'emmagasiner beaucoup d'énergie. Et l'autre fois, je vous avais fait part en le dessinant d'un petit flag comme ceci, mais on pourrait aussi y voir, selon ceux qui jouent un peu plus le court terme, un bull flag, sauf que bon, il est un peu dégueulasse si on regarde comme ça. Moi, j'aurais plutôt vu un petit triangle de contraction en formation. Effectivement, on a aussi ce canal parallèle descendant qui pourrait faire penser à un petit bull flag. Et si on reporte voilà, le mât principal, ça nous amènerait peu ou prou autour de 2003-2004 si on reporte les amplitudes. Donc dans tous les cas,
J'espère vivement que 2023 va pas nous chier sur la gueule un peu comme 2022, désolé du terme de bon matin, mais c'est totalement le scénario que je joue, en espérant ne pas me tromper et qu'on finisse pas à 10 000 dollars ou sous les 10 000. Mais comme je vous le disais, si ça arrive, ça voudra dire qu'il s'est passé à nouveau un drame du côté du marché crypto, donc ça n'est pas profitable à tout le monde, les FTX-like. 104,57, le dollar qui lâche encore du lest, on vient quand même de 114, donc on a effacé 10 points sur le dollar américain. Comme le disait je sais plus qui ce matin, un gros compte US au niveau des cryptos, si on n'avait pas eu tout ce qui s'est passé avec FTX, on serait déjà à 24, 25, voire 28 du côté de Bitcoin. Donc c'est aussi ce retard qu'il faut prendre en considération actuellement. BTCD 40,31, le statu quo autour de ce support long terme, donc on peut légèrement se l'étirer ici et voilà, on est bloqué littéralement à 40% pour ce ratio du Bitcoin contre les altcoins. On se quitte avec le BLX qui a clôturé quasi à 17 000 hier, mais on recule de moins 1,13. On voit qu'il ne se passe plus rien depuis 3 semaines, un mois. On a eu les volumes de décharge, les volumes de capitulation qui se sont faits. Est-ce qu'on a besoin d'aller se faire peur plus bas désormais, ou est-ce que sur ce premier trimestre 2023, enfin les bonnes nouvelles vont nous permettre de renverser la polarité sur Bitcoin? Et attention toutefois, c'est pas parce qu'on parle de rallye haussier ou de renversement de polarité, si tenté au premier trimestre on ira à 25 000 ou 28 000 sur Bitcoin, que ça sera un retournement de marché en mode ça y est c'est le bull run, loin de là. Vous pouvez constater à l'époque ce qui s'est passé quand on a posé le point bas en décembre 2018, on a eu le premier rallye qui nous a amené à l'été 2019, on a eu une contraction sans même faire cas du crack Covid qui est allé jusqu'à ce point bas de décembre 2019, donc on est sur un an de plus, qui pourrait là aussi être ce fameux 2023. Et ensuite, on a eu le bull run qui s'est fait consécutivement au crack Covid à compter de 2020 jusqu'à, on va dire, le printemps 2021 et l'automne 2021 avec la réciproque. Donc vous voyez qu'en termes de temporalité, si on venait à respecter un minimum ce qui s'est déroulé précédemment, on est tout à fait dans les clous. On l'a vu au niveau de l'époque également blockchain, c'est-à-dire au niveau des blocs, entre deux halvings de 4 ans, on est aussi dans les clous. Donc on va voir si une fois de plus l'histoire se répète ou si désormais on part sur une toute nouvelle page blanche, puisque comme le mettent beaucoup de personnes en avant aussi, c'est une vision un peu pessimiste mais qui peut tout à fait s'entendre. C'est la première fois que Bitcoin est en ce moment dans une période de quasi-récession, pour ne pas dire de récession, et qui pourrait là aussi durer justement sur 2023-2024. On va voir comment va se comporter donc le premier des actifs numériques et cette blockchain qui malgré tout ne pourra jamais s'arrêter et continuera d'exister dans des dizaines et des dizaines d'années. C'est aussi ça qui fait la beauté du marché crypto. Je vous souhaite une excellente journée et pour ma part je vous retrouve au cours du week-end s'il se passe quoi que ce soit et sinon d'ici lundi. Ciao ciao.